Hello les gars, aujourd'hui on va parler d'ASML. Ils ont publié leurs résultats au titre de Q3 et ça a entraîné une baisse de 20% du prix d'action. Du coup, dans cette vidéo, on va se poser ensemble et se demander si ça change concrètement quelque chose pour ASML, si c'est inquiétant ou au contraire, si on pourrait profiter de la baisse du prix de l'action pour acheter tout simplement. Avant de commencer, je fais un petit disclaimer pour vous dire que je ne fais pas de conseil en investissement. Je vous invite fortement à challenger tout ce que je peux dire et à faire vos propres recherches avant de prendre vos décisions d'investissement. Ok, let's go. Donc là, je suis sur la press release de Q3 qu'ils ont publié. Et on voit que les résultats au titre de Q3 sont extrêmement solides. Ils ont un revenu pour le trimestre de 7,5 milliards d'euros avec une marge brute de 50,8% et un résultat net de 2,1 milliards d'euros. Du coup, on pourrait se demander, c'est quoi le problème ? Et en fait, le problème, il vient de cette ligne-là. Les bookings, donc les commandes qu'ils ont enregistrées à Q3, elles s'élevaient à 2,6 milliards d'euros. Et si on regarde dans le tableau juste en dessous, on voit qu'à Q2, elles étaient 2 fois plus élevées. Donc, commandes divisées par 2 à Q3. Et ça veut dire pour eux qu'ils revoient à la baisse leurs revenus de 2025 qui passent entre 30 à 35 milliards au lieu de 35 à 40 milliards, je crois. Alors, à quoi c'est dû concrètement cette baisse des commandes ? Il y a 2 points principaux. Le premier, c'est les investissements qui ralentissent sur les segments de marché non IA, donc non intelligence artificielle. Donc si on fait un petit reminder, l'hypercroissance sur le marché des semi-conducteurs à laquelle on a assisté là, donc les dernières années, elle a été drivée essentiellement par les énormes besoins en infrastructure pour l'intelligence artificielle qui permettent aux géants de la tech globalement d'entraîner leur modèle d'IA. Donc c'est quoi ces infrastructures ? C'est globalement des GPU achetés par exemple à Nvidia et fabriqués par TSMC, la plus grande fonderie de semi-conducteurs du monde, qui a besoin, elle, de beaucoup de machines de pointe pour fabriquer les puces. Donc elle se tourne vers ASML pour ça. Mais les infrastructures IA, c'est pas la seule application des semi-conducteurs. Il y a aussi les produits électroniques du genre PC ou smartphone et l'automobile. Et du coup, c'est cette partie en fait qui met plus de temps à se rétablir. C'est ce que nous dit le management dans le call investisseur. Et du coup, concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des boîtes comme Samsung et Intel qui font partie des 3 plus gros clients d'ASML qui achètent moins de machines du coup à l'entreprise. Et du coup, deuxième point, c'est la baisse des commandes chinoises suite aux restrictions sur les exportations de machines, notamment EUV. Ce qui se passe, c'est que les Pays-Bas se sont alignés plus ou moins avec les US en matière de restrictions sur les exportations chinoises de machines qui produisent des semi-conducteurs. Et le point à noter, c'est que les clients chinois, ils avaient anticipé un petit peu justement ces risques géopolitiques et ils avaient blindé leurs commandes les derniers trimestres, années en anticipation de tout ça. Actuellement pour ASML, ils font 50% de leur chiffre d'affaires en Chine et ils prévoient du coup de revenir autour des 20%, ce qu'ils avaient il y a quelques années. Alors est-ce qu'on doit s'inquiéter suite à ces nouvelles informations pour autant ? Alors premier point, on peut dire que le risque géopolitique, il était déjà présent. Tout le monde en avait conscience. Ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, ça ne date pas d'hier et c'est peu probable que ça s'arrête après-demain. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on détient l'action, par exemple. Deuxième point, c'est le risque d'un affaiblissement généralisé de la demande. C'est, je pense, la plus grosse crainte des investisseurs aujourd'hui. C'est pour cette raison que l'action a chuté de 20% juste après publication. Alors, dans cette vidéo, on ne va pas discuter de la cyclicité du marché des semi-conducteurs.
parce que c'est pas le sujet et ça prendrait un peu de temps. Moi, je m'en remets tout simplement à un fait de base qui est que les semi-conducteurs, c'est l'équivalent du cerveau de l'ensemble des technologies modernes qui sont au cœur de nos sociétés aujourd'hui et qu'ils seront encore plus dans le futur. Donc au-delà de la cyclicité du secteur, si on met un peu nos lunettes long terme, il y a peu de doute sur, c'est ce que je pense en tout cas, sur le est-ce que la demande sera importante à long terme. Je pense que oui. Alors maintenant qu'on a dit ça, on peut se recentrer sur la position d'ASML sur son marché de production d'équipements qui sert à produire les semi-conducteurs pour voir si on a des raisons quelconques de s'inquiéter. Alors la première chose qu'on peut aborder, c'est le moat. Et du coup, je me réfère à le site de Morningstar, qui est plutôt pas mal sur le sujet, et qui le définit en wide moat. Donc moat large. Et du coup, il parle de 3 types de moat. Le premier, c'est les actifs incorporels. Donc là, ça va plutôt être l'avance technologique très importante que l'entreprise a pris sur ces machines. Aujourd'hui, donc, ils ont développé, depuis plusieurs années même, ils ont développé la technologie EUV, qui est la technologie vraiment la plus avancée sur le marché et qui permet de produire les puces les plus complexes, on va dire, par exemple celle d'NVIDIA. Ils sont vraiment seuls sur le marché du coup, et ça c'est vraiment très rare et ça confère un avantage vraiment énorme. Si on doit noter du coup les 3 types de sous-mots entre guillemets, celui-là c'est peut-être le plus important. Ensuite, celui qui est très intéressant je trouve, c'est les coûts de substitution. Du coup, une fois qu'ils ont acheté les machines, les clients, c'est des machines qui coûtent extrêmement cher et du coup, il y a des logiciels pour les faire fonctionner et toute la partie gestion. Donc là, c'est très difficile en fait de revenir en arrière. C'est tellement des investissements importants donc il vaut plutôt mieux que ça fonctionne et qu'on garde le cap sur ça quand tu es une fonderie par exemple. Et troisième point, c'est les avantages en termes de coûts, les économies d'échelle. Donc ça, c'est assez classique, mais c'est à noter tout de même. Alors ce mode, il se traduit financièrement par des marges élevées. Donc ils ont autour de 50% de marge brute. J'ai noté autour des 30% de marge opérationnelle et autour des 25% de marge nette. Donc ça, typiquement, c'est super propre. C'est vraiment gage de qualité. Une entreprise qui a du pouvoir pour fixer ses prix et ensuite qui déroule opérationnellement. Donc c'est vraiment des bons signaux. Et un autre point qui est intéressant à noter, je pense, c'est ici on voit les Install Base Management Sales. Donc ça, c'est la part des revenus qui sont liés aux revenus de gestion des machines déjà installées chez les clients. Donc c'est là où ASML est vraiment très malin, entre guillemets, c'est que les semi-conducteurs, c'est un secteur assez cyclique. Et justement, en développant en fait cette partie du revenu qui pèse là environ pour 20% du total revenu, ça permet d'avoir un revenu récurrent qui est anticyclique. Alors ensuite, on peut parler un petit peu de l'allocation du capital et de la qualité du management. Donc sur l'allocation du capital, on voit du coup que donc ici on a le cash flow statement et là on a les 9 premiers mois de l'année. Et on voit que c'est plutôt, donc ça c'est le montant des capex, des investissements, il est plutôt en ligne, on va dire, avec celui de l'année passée. Donc le message c'est qu'il continue à investir et que il n'y a pas tellement de quoi s'inquiéter sur cet aspect-là. Et deuxième point, on ne remarque pas d'acquisition ici dans le cash flow statement pour 2023-2024. Donc on peut assumer qu'il n'y en a pas. Ensuite, si on descend un petit peu, et si on regarde les repaiements de la dette, on s'aperçoit qu'il n'y en a quasiment pas, tout simplement parce qu'ils sont très peu endettés et que je crois que leur dette nette est négative. Donc il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est les rachats d'actions, les shares buyback. Donc si on prend les états financiers de 2023,
et qu'on regarde les rachats d'actions, on s'aperçoit que du coup, ils avaient fait 1 milliard de rachats d'actions en 2023. Donc, ce qu'on a en year-to-date 2024, pour l'instant, c'est en ligne avec l'année précédente. Et ce qui est plutôt un bon signal, on va dire, c'est que on s'aperçoit qu'ils en avaient fait pas mal en 2021 et un peu moins en 2022, mais toujours c'était un peu plus significatif que 2023-2024. Et ça veut dire qu'ils rachètent pas sans tenir compte en fait du prix de l'action et en fait ils achètent quand ils estiment que le prix de l'action est en dessous de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et aujourd'hui, depuis 2023, où l'action est plus valorisée, on va dire, ils en rachètent beaucoup moins. Donc ça, c'est un bon signe. Et dernier point à noter, c'est qu'ils payent un dividende. Du coup, là, on avait 1,3 milliard en 2021, 2,5 en 2022, 2,3 en 2023. Et là, on est à 1,89 en year-to-date 2024. Donc, je pense que ça sera à peu près en ligne avec les années précédentes, peut-être un petit peu plus. Voilà, donc ça, c'est pas spécialement quelque chose que j'aime trop voir, surtout pour ce type de boîte, où l'argent peut-être pourrait être mieux investi, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas non plus un red flag total. Ok, ensuite, on peut aborder rapidement la question du management, de la qualité du management. Et rapidement, il y a quelques trucs à dire. Donc si on va sur leur site et qu'on regarde, donc là le board il est composé de 5 personnes. Du coup j'ai regardé, il y a 3 sur 5 qui sont dans l'entreprise depuis plus de 15 ans, 4 sur les 5 qui sont au board depuis au moins 5 ans. Du coup si on s'attarde un petit peu plus sur le CEO, Christophe Fouquet, qui est un Français. C'est quelqu'un du coup qui était dans l'entreprise depuis 2008 et qui a notamment il avait dirigé le programme EUV du coup de 2018 à 2022. Donc je pense qu'en termes de compétences il n'y a pas de sujet. Mais au-delà en fait du CV, moi ce que j'aime, ce que je retiens dans tout ça, quand je m'intéresse un petit peu à l'entreprise, c'est leur faculté à communiquer clairement les informations financières et non financières d'ailleurs aux investisseurs. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très très agréable. Donc outre leur rapport annuel, là, il fait 355 pages. Donc bon, c'est une belle brique, mais toutes les communications là que j'ai parcourues, elles étaient relativement claires. Même la manière dont ils ont de répondre aux questions des investisseurs pendant le call analyst, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est clair et ils sont relativement transparents sur le futur. Donc voilà, ça donne plutôt une bonne impression à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est purement qualitatif et qui se voit pas noir sur blanc quand on regarde les états financiers par exemple. Alors si on fait une petite conclusion de ce qu'on a analysé, moi je peux dire que ASML ça reste une boîte de grande qualité. Je suis toujours confiant sur le long terme, même après ce qui a été publié. Mais je n'ai pas d'action ASML en portefeuille pour la simple et bonne raison que je l'ai toujours trouvé trop cher. Donc pour moi, là où le bas blesse, c'est la valo. Du coup, je vous propose qu'on regarde un petit peu la valorisation pour voir si, avec la baisse qu'il y a eu du prix de l'action, ça peut être une opportunité pour entrer sur la valeur. Donc comme pour l'analyse Tesla, premier volet là du coup de valo, c'est simplement en fait pour voir quel taux de croissance annuel des free cash flow est déjà pricé, inclus dans le prix, quoi. Et donc quand je mets mes petites hypothèses, donc là cette fois-ci j'ai pris une moyenne des free cash flow sur les 5 dernières années, parce que si je prenais la dernière année, ils étaient trop faibles. Ça me donnait une valeur de fou, donc j'ai été un peu moins conservateur et j'ai pris une moyenne des 5 dernières années. Un WACC à 11%, ça c'est plutôt moyen. Et pareil, le taux de croissance long terme, à peu près moyen. Du coup, ça nous donne, donc avec le reverse DCF, ça nous donne un taux de croissance de 22% par an dans les 10 prochaines années pour justifier le prix
actuel. Alors, on peut dire qu'on a vu pire, mais que ça reste quand même ça reste trop élevé en fait. Donc ça, plutôt moyen, ça nous dit que l'action est toujours surévaluée. Et maintenant, si on regarde du coup le deuxième volet là que je me suis fait, pour essayer d'estimer quel pourrait être le juste prix de l'action, avec les hypothèses suivantes, donc 10% de taux de croissance annuel dans les 10 prochaines années, dans 10 ans un multiple de price to free cash flow égal à 30. Donc là c'est pareil, j'ai été un peu moins conservateur, j'ai pas mis 25, j'ai mis 30. Bon, ce qui est relativement, je pense, cohérent, sans marge de sécurité. Et du coup, ça nous donne, si on veut, une performance annuelle moyenne de 13%. Ça nous donne un target price de 313 euros contre 664 euros du prix de l'action aujourd'hui, quoi. Donc en gros, il faudrait que l'action perde 50% de sa valeur pour arriver à notre target price, ou s'en rapprocher du moins. Donc voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est que ASML, c'est une boîte de grande qualité, mais qui reste encore trop chère à mon goût. Donc ce qu'il faut faire, c'est la mettre tout simplement dans notre watchlist et la suivre. Et le prochain événement qui aura lieu dans un mois, c'est ce qu'ils appellent l'Investor Day et où ils vont projeter en fait le business plan jusqu'en 2030. Et du coup, c'est possible qu'ils annoncent des chiffres relativement conservateurs par rapport à ce qui se passe, je pense, en lien avec ce qu'ils ont raconté pendant le call investisseur. Et du coup, moi, je vais suivre ça avec une attention particulière parce que si l'action, elle perd, entre guillemets, encore un peu de sa hype, on pourrait rentrer dans des niveaux de prix intéressants. Bon, on a encore de la marge, c'est ce qu'on vient de voir, mais voilà, ça, c'est une action que moi, je me verrais acheter et conserver pendant au moins 10 ans. Et du coup, je vous ferai une vidéo update si ça vous chauffe là, suite à cet événement, s'il y a du nouveau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Il y en a d'autres qui arrivent. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.